C'est une véritable philosophie qui se dégage en quelques détails. You got me. The Demogorgon. Stranger Things, c'est mon bonbon. Des fois c'est excellent, des fois c'est très mauvais, mais sur moi il n'y a rien à faire, ça marche tout le temps. Une série d'aventures qui va du kitsch à l'horrifique dans un univers à la fois unique et très référencé. C'est geek, c'est nostalgique, bref, c'est nostalgique. Rien que pour la première saison, c'est une de mes séries préférées. Mais ne vous inquiétez pas, on va avoir tout le temps de parler de la suite, juste après un petit résumé. Dans la petite ville de Hawkins, il ne se passe jamais rien. Jusqu'au jour où, après une partie de Donjons et Dragons durant laquelle ils affrontent le terrible démon Gorgon, le jeune Will Byers disparaît mystérieusement dans la nuit. Ses amis, Mike, Dustin et Lucas, vont mener l'enquête et découvrir petit à petit que le monde qui les entoure est bien plus étrange qu'il n'y paraît. On sera tous d'accord pour dire que la saison 1 est de loin la meilleure. Je trouve la saison 2 excellente, mais c'est pas le cas de tout le monde. Cependant, on a tous vu qu'à partir de la saison 3, le niveau baisse. Et alors, dans la saison 4, on alterne entre l'ennui et le grandiose. On s'endort devant certains arcs scénaristiques et on se réveille devant des scènes comme celle de Max devenues automatiquement cultes. Ce qui est étrange d'ailleurs. Oui. Pourquoi la péripétie d'un personnage secondaire nous a-t-elle plus marqué que le climax de fin de saison? On reviendra sur Max plus tard parce que pour répondre à cette question, il faut nous pencher sur une autre scène. Probablement la première scène à être devenue culte dans toute la série. Je veux parler de la scène de la figurine. Saison 1, épisode 2. Will a disparu, personne ne sait comment, et les garçons ont rencontré 11, une petite fille qui parle à peine mais qui semble en savoir beaucoup plus sur les mystères de Hawkins, sans oublier qu'elle est dotée de quelques pouvoirs quelque peu étranges. Dans cette scène, 11 remarque le plateau de jeu du Donjon et Dragons. Elle s'installe à la table, prend une figurine et murmure « Will, superpowers. » Mike lui demande alors si elle sait où il est. Et en réponse, 11 retourne le plateau de jeu et pose la figurine avant d'ajouter Hiding. And from who? 11 saisit une autre figurine et pose à côté de Will le Démogorgon. Et c'est la fin de la première scène culte de la série. Pour commencer, cette scène gère très bien le mystère, parce qu'elle dévoile des éléments de l'intrigue sans trop en dire. Grâce à cette scène, on sait que Will est vivant, qu'il est dans une autre dimension et qu'il est poursuivi par un monstre. C'est la base de toute l'intrigue de la saison 1, mais elle est amenée de manière très floue et ça nous permet de rester dans le confort du mystère. Mais la plus-value de ce passage, c'est bien évidemment l'imaginaire de Donjons et Dragons, qui ajoute une petite touche à l'univers de la série. 11 aurait pu dessiner sur un tableau, à la manière d'un doc de Retour vers le futur 2. Ou alors on aurait pu avoir une simple scène de dialogue, comme plus tôt avec Mike lorsqu'elle lui parle des hommes du laboratoire, les fameux méchants. Mais avec cette scène, l'univers de la série va se construire autour de la culture dite geek des années 80, notamment l'heroic fantasy. Le Démogorgon, le monde à l'envers, ou encore par la suite le flagelleur mental, tous ces éléments de Donjons et Dragons incorporés dans l'histoire, ça nous donne un univers plus qu'efficace d'un point de vue divertissement. Mais au-delà du côté classe de la chose, cet imaginaire a toute sa place dans l'histoire, pour une raison toute simple. Ce sont des gosses! Les personnages principaux sont une bande de préados confrontés à des événements que même les adultes ne comprennent pas. Le monde est bien trop complexe et bien trop terrifiant pour ces enfants de 12 ans. Mais grâce à leur culture geek, ils peuvent traduire ce qu'ils ne comprennent pas pour l'adapter à leur niveau. This is Hawkins, and this is where Will is, the Upside Down. Like the Veil of Shadows. The Veil of Shadows is a dimension that is a dark reflection or echo of our world. It is a place of decay and death, a plane out of phase, a place of monsters. Alternate dimension. C'est le seul moyen pour eux de comprendre leur monde et d'y agir.
Mais en plus de leur permettre de comprendre leur univers, l'Heroic Fantasy permet également aux personnages d'évoluer. Rappelez-vous de cette scène dans l'épisode 6 où Dustin, pour maintenir son groupe soudé, est obligé de faire référence à une de leurs parties où ils ont échoué parce qu'ils ont commis l'erreur de se séparer. Do you even remember what happened on the Bloodstone Path? We couldn't agree on what path to take, so we split up the party, and those trolls took us out one by one, and it all went to shit, and we were all disabled! So we stick together, no matter what. Se séparer. Dans un donjon et dragon. Amateur. L'Heroic Fantasy dans Stranger Things, c'est l'outil psychologique qui permet aux enfants de grandir dans leur monde si étrange. Et après tout, est-ce qu'on ne tient pas là le but d'un univers fictif ? Rendre le monde moins complexe, plus simple, pour nous guider à travers la réalité parfois si dure. Il est important de préciser que les créateurs de la série, Matt et Ross Duffer, n'avaient prévu à la base qu'une seule saison, à la fin de laquelle 11 devaient mourir avec le Démogorgon. Mais les producteurs les ont convaincus de laisser une fin ouverte, juste au cas où la série marcherait pour pouvoir faire des suites. La série a très bien marché, par conséquent, elle a grandi. Mais Stranger Things, à la base, ça n'était qu'une histoire sur des enfants. Et c'est pour ça que lorsqu'on arrive à la saison 3, quelque chose cloche. Les enfants ne sont plus des enfants. On ne parvient plus à retrouver sur leur visage cette faiblesse de l'âge qui crée un vrai rapport de force entre eux et leur monde si complexe et terrifiant. Aussi, l'intrigue la plus marquante de cette saison, ça ne sera pas le flagellant mental. Ni Billy, ni même les Russes, mais plutôt le temps qui passe et les relations entre les personnages. Notamment un, dont l'histoire résume parfaitement le cœur de la saison 3. Will. Dans la saison 3, Will est un Peter Pan. Il est le dernier de la bande à encore vouloir jouer à Donjons et Dragons, le seul qui ne s'intéresse pas aux relations amoureuses. Et alors que tout le monde autour de lui grandit, Will semble vouloir rattraper son enfance en refusant le changement et en s'accrochant à son amour pour les jeux de rôle. Pour lui, l'imaginaire n'est plus seulement un refuge, mais une prison, à l'intérieur de laquelle il veut rester enfermé pour toujours avec ses amis, jusqu'à ce que la réalité le rattrape. But we're not kids anymore. I mean, what did you think, really? That we were never gonna get girlfriends? That we were just gonna sit in my basement all day and play games for the rest of our lives? Yeah. Yes, I did. Voilà pourquoi la scène dans laquelle Will détruit son château de bois est une des scènes les plus importantes de la saison 3. Will, douloureusement, grandit à son tour. On a clairement une rupture avec l'univers à la fin de la saison. Le cliffhanger avec les Russes est même séparé du reste de l'épisode par un début de générique pour laisser le grand final à une scène beaucoup moins spectaculaire mais bien plus impactante émotionnellement. La famille Byers déménage. On quitte la maison de Will où tout a commencé. Ce n'est pas anodin de finir là-dessus. On s'éloigne de l'imaginaire pour se rapprocher du réel. On dit adieu à l'enfance, à nos super pouvoirs et on donne nos livres de Donjons et Dragons. On grandit. But I know you're getting older, growing, changing. I don't want things to change. So I think maybe that's why I came in here. To turn back the clock. To make things go back to how they were. But I know that's naive. It's just not how life works. It's moving, always moving, whether you like it or not. Keep on growing up, kid. Make mistakes. Learn from them. And when life hurts you, remember the hurt. The hurt is good. And we can be heroes. Just for one day. Et enfin, A war is coming to Hawkins. It's time. avec des allures de fin du monde et un antagoniste ultime,
Stranger Things tente de retrouver la recette de son succès une dernière fois. Le plaisir du divertissement fonctionne, mais ce qui faisait la transcendance de la série, cette magie qu'on avait dans les premières saisons, est presque perdue. Presque. Parce qu'on a quand même été touché par deux personnages qui ont su ramener au cœur de l'histoire l'imaginaire. Dès le premier épisode, on est surpris de voir que le club de Donjons et Dragons existe toujours. Et on doit ça à Eddie Munson. Avec ses airs de guitariste de Led Zeppelin, sa réputation de psychopathe et sa manière d'envoyer tout le monde se faire voir, Eddie apparaît comme l'enfant qui a survécu. Le Peter Pan qui a réussi à grandir sans jamais avoir à enterrer son imaginaire. Si dans la saison précédente, Dustin et Mike ne parlaient presque plus de jeux de rôle, on les retrouve dès le premier épisode avec Erika dans une partie endiablée dirigée par Eddie. Il a fait renaître l'heroic fantasy de ses cendres dans les cœurs de Mike et surtout Dustin. Never change. Dustin Henderson. Sa personnalité contraste avec le propos de la saison 3. Et comme pour les autres personnages, c'est son imaginaire qui l'aidera à s'accomplir. Look at us. We are not heroes. I didn't run away this time, right? Mais l'imaginaire n'est pas qu'un paradis. C'est aussi un refuge, un bouclier. Et pour certains, une issue aux ténèbres. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Max fait partie des personnages les plus torturés de la série. Dure à cuire depuis son plus jeune âge, elle possède une maturité qui dénote avec le reste de la bande. Elle ne ressemble en rien à une enfant. On pourrait presque la voir comme l'opposé d'Eddie. Mais avec la mort de son frère à la fin de la saison 3, Max est victime d'un véritable traumatisme qui va littéralement virer au cauchemar. Vecna, l'ultime monstre de cette histoire, se servira des tourments de la jeune fille pour tenter de la détruire à travers une terrible possession. You cannot hide from me, Maxine. Max est prise au piège entre les griffes de Vecna lorsqu'elle entend soudainement sa chanson préférée, suivie de l'appel de ses amis. Vecna veut briser Max, au sens propre comme au sens figuré, la noyer dans la peur et l'angoisse. Mais cette chanson, cette petite partie de l'imaginaire de Max, va embraser son espoir et lui donner la force de se libérer pour s'extirper du cauchemar. Comme depuis le début de la série, Stranger Things fait de l'art, cette force de l'imaginaire, le bouclier des personnages contre les ténèbres. I say you're asking me to follow you into Mordor. Things a really bad idea. But, the Shire is burning. So Mordor it is. Et ça, c'est ce qu'on appelle la notion du détail. S'il y a d'autres détails que vous avez retenus de cette série, partagez-nous tout ça en commentaire. Vous pouvez vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux ou encore me soutenir sur Utip. C'était votre humble serviteur. À la prochaine. Yeah.